Voilà, bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la façon dont on peut appliquer l'agenda 21. Comme vous le voyez sur ce schéma, l'agenda 21 comporte 5 volets. Le volet préservation de la biodiversité, ici, le volet lutte contre le changement climatique, le volet épanouissement, le volet cohésion sociale et le volet production-consommation responsable. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'illustrations de ces différents volets et nous allons aller dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, vous pourrez compléter le schéma. Alors, commençons par corridors végétaux. Qu'est-ce que c'est que des corridors végétaux? Comme vous le voyez, vous avez des zones vertes, par exemple des îles avec le rivage. C'est la façon dont les espèces vont pouvoir aller d'un endroit à l'autre sur l'île. Ici, dans une ville, on a un parc naturel avec une zone protégée, un autre parc dans la ville et un autre parc au bois urbain. Eh bien, pour avoir des corridors végétaux, il faut que les espèces puissent se reproduire entre elles. Sinon, si elles se reproduisent toutes entre elles dans une seule zone, on a un appauvrissement génétique et l'espèce se fragilise. Par contre, si par exemple des chevreuils peuvent aller se reproduire d'ici à ici, ou vice versa, ou là, l'enrichissement génétique continue à se faire et les espèces seront plus viables. Et pour ça, il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle des corridors verts. Donc ça peut être le long de ruisseaux dans la ville, ça peut être le long de petites rivières, ça peut être des chemins entre deux haies qui relient une zone verte avec une autre zone verte. Donc ça commence à bien se développer et vous avez peut-être vu aussi sur des autoroutes, quelquefois vous voyez un pont et quand vous passez sous le pont est tout vert. Eh bien, ce sont des corridors végétaux qui permettent aux animaux de passer par-dessus l'autoroute. La même chose existe sous l'autoroute, dans des espèces de petits tunnels. Ensuite, on a la végétalisation des murs et des toitures. Alors ça se développe énormément et ça peut donner cela, des immeubles comme à Singapour qui montrent de grandes terrasses avec énormément de végétaux. Dans d'autres immeubles, sur d'autres immeubles, c'est sur les toitures. Ici, on a sur un mur. Donc, je vais cliquer dessus. Et dans Paris, il y a déjà 3 ou 4 murs qui sont très bien végétalisés. L'avantage, c'est que cela produit de l'oxygène. Cela pompe du gaz carbonique, ce qui est très important et c'est ce dont on a besoin. Et puis aussi, ça entretient de la biodiversité. Ça peut aider aussi à faire revenir les abeilles qui vont pouvoir les butiner sur toutes les plantes. Et le dernier aspect dont je vais pas parler, c'est que ça réduit les écarts thermiques dans les immeubles qui sont recouverts de végétaux, où l'été il fera moins chaud et l'hiver il fera moins froid. Ensuite, interdiction des pesticides, des herbicides, aires marines protégées. Alors, aires marines protégées, voici un document. Les aires marines protégées, il y a 20% des océans doivent être mis en aire marine protégée de la pêche. Et donc il y a tout un programme qui se développe au niveau mondial et qui pourrait permettre à des espèces de pouvoir être préservées de la surpêche. Ensuite, on a la permaculture. La permaculture, l'agriculture bio ou l'agriculture de conservation. Alors vous connaissez peut-être pas exactement ça, donc on va aller regarder. Alors dans la permaculture, c'est de l'agriculture, du maraîchage, du jardinage qui se fait sur des buttes. Ces buttes, en fait, pour les fabriquer, on met du bois mort, des grosses souches, des troncs d'arbres, des grosses branches qui sont à moitié pourries et qu'on va laisser pourrir. On va les recouvrir avec des feuilles mortes, de la cendre, quelquefois des bouts de carton, de la terre et puis par-dessus on va pailler. L'avantage c'est que ça va conserver de l'humidité même pendant l'été et qu'il y a tout un réseau de champignons qui vont se développer et qui vont favoriser très nettement la croissance des végétaux, en l'occurrence des légumes ou des petits arbres fruitiers. Donc ça se développe énormément et ça favorise aussi la biodiversité.
Alors il y a tout un tas de livres, de sites internet qui sont créés là-dessus, et je vous encourage à aller regarder. Ensuite, on a avec l'agriculture de conservation, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. C'est en fait pour les agriculteurs qui veulent passer au bio, donc du pesticide au sans pesticide et de l'herbicide à sans herbicide, c'est parfois très difficile et très risqué. Une des possibilités, c'est d'y aller progressivement et de passer par ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, dans laquelle on va enrichir le sol en matière organique, donc en carbone, et pour ce faire, on va éviter de labourer le sol, on va le gratter très légèrement au maximum, voire même mettre les graines directement dessus, et surtout, on va couvrir le sol avec des résidus de culture, des paillis, et ensuite on fera également des rotations de culture. Donc une année on va faire du blé sur une parcelle, l'année suivante on fera de la prairie, l'année suivante on fera de la luzerne, etc. etc. Et c'est un moyen de pas trop baisser les rendements et d'habituer aussi la terre à revivre sans pesticides. Dans ces cas-là, on utilisera très 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 peu de pesticides ou d'herbicides, 10 fois moins, voire 20 fois moins, voire certaines années pas du tout, et l'agriculteur ensuite pourra passer à l'agriculture bio. Donc c'est l'agriculture de conservation. Ensuite, les ruches. Alors, je ne sais pas si j'ai mis une image. Ensuite, les aires marines protégées. Donc j'ai remis dans la production et la consommation responsable, la gestion des pêcheries, l'écotourisme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme image? Là, on a des ruches. Il faut savoir que actuellement, il y a des villes qui quelquefois permettent à plus d'apiculteurs de vivre que certaines campagnes. Parce que dans les campagnes, les abeilles disparaissent à cause des pesticides et des herbicides, et elles trouvent refuge dans les villes, en particulier sur des toits végétalisés. Donc c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Ensuite, la pêche durable. La pêche durable, on aura un chapitre qui va être sur la pêche durable. C'est une pêche durable, responsable, dans laquelle on va s'attacher à ce que les poissons aient le temps de se reproduire. 50% des poissons aient la possibilité de se reproduire au moins une fois avant d'être pêchés. Donc vous verrez que ça se fait en adaptant la taille des mailles des filets, des chaluts, etc., etc. Et ça donne lieu à des labels qui peuvent être apposés sur les poissons, sur les caisses, sur les pics-prix ou sur le carton de poisson surgelé. Ensuite, on a l'écotourisme et la consommation bio locale. Alors, l'écotourisme, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, par exemple, dans une forêt équatoriale, en Indonésie ou en Amazonie, on a une population locale qui va accueillir des touristes et qui va faire en sorte que ces touristes déjà soient logés avec un impact le plus faible possible en polluant sur le milieu. Souvent, ça se fait au niveau d'un village, donc c'est le village qui va accueillir les touristes, qui aura construit des petits lodges, des petits chalets, des huttes pour les accueillir, et on va le nourrir avec des produits locaux, produits dans la forêt, des fruits, des légumes, et en général, on va leur faire découvrir la richesse de la biodiversité à travers la visite de sentiers balisés sur lesquels les populations vont apprendre aux touristes le nom des plantes, des arbres, à quoi ça sert. Et donc il y a une rencontre, c'est ce qui est écrit là, un seuil de satisfaction, un seuil d'acceptabilité et l'utilisation de ressources naturelles et ou culturelles. Donc ce qu'on appelle un cercle vertueux, ça peut être aussi au bord de la mer, où certains pêcheurs vont renoncer à pêcher comme ils faisaient autrefois, et plutôt emmener les gens en mer découvrir certaines espèces rares, soit en plongée, soit des espèces qui flottent à la surface ou près de la surface. Et grâce à ça, ils vont avoir un revenu qui sera plus élevé que s'ils allaient de plus en plus loin pour pêcher des espèces de plus en plus rares. Et pendant ce temps-là, les familles fabriquent des petits objets d'artisanat, des mini-pirogues en bois, des petites décorations, des bijoux, des paniers, des chapeaux, etc., etc. Ensuite, on a la partie éolienne en mer à terre, hydrolienne en mer en rivière. Alors voici les éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, il faut savoir qu'il y a des endroits où il y en a énormément.
Regardez, ici on a des séries. Cette photo je vous ai montré. Il y a des champs d'éoliennes en mer au large de l'Écosse, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. Il y en a dans la mer près du Danemark également. Et puis il y a quelques projets près des côtes françaises, mais qui pour l'instant ont un peu de mal à se lancer. Et puis on parle aussi d'éoliennes flottantes. L'éolienne flottante, ce sera un système qui ressemblera à ça. On ne voit pas trop la base flottante, qui est peut-être ici, là, voilà. Plus facile à poser avec des ballasts que à ancrer des éoliennes sur le fond. Ici, on a également donc, des éoliennes et de l'hydrolienne qui est sous l'eau, avec plusieurs systèmes, des systèmes d'hélices non protégés ou d'hélices qui sont mises dans un capot. Là, on a les panneaux photovoltaïques. Vous voyez, on a des usines ou des grands entrepôts qui sont complètement recouverts, comme ici, de panneaux photovoltaïques. Donc c'est près de Paris. On peut avoir des champs de panneaux photovoltaïques. Il y en a un qui est très très grand près de Bordeaux, qui fait des dizaines et des dizaines d'hectares avec des milliers de panneaux. Il y a des pays dans lesquels on en trouve beaucoup. Récemment, j'en ai vu pas mal au Japon. Mais en Espagne, on va en trouver, dans les pays du Nord aussi. Et par contre, l'inconvénient, il faut que ce soit nettoyé régulièrement, parce que si vous laissez de la poussière s'installer, et bien évidemment, les panneaux vont moins bien fonctionner. Il est question aussi, j'ai vu qu'il y avait un projet d'en mettre le long des routes, puisque on a des surfaces gigantesques que sont les routes avec leurs bas-côtés. Et en installant des rubans de panneaux photovoltaïques le long des routes, et bien du coup on dispose d'une place qui n'a même pas besoin de demander. Et on pourrait même envisager d'installer des éoliennes le long des routes. Ensuite, donc j'ai mis à terre, sur des bâtiments, sur des routes, sur des véhicules. Oui, il y a des tests aussi de panneaux photovoltaïques souples qui peuvent être mis sur des autocars, sur des capots de véhicules, capot avant, capot arrière, des portières. Et il y a de nombreux tests qui ont lieu actuellement. Il y a aussi, dans les pays dans lesquels il y a beaucoup de soleil, les places de parking, même dans le sud de la France, même près de Bordeaux, j'ai vu qu'il y a une entreprise pharmaceutique qui produit des vaccins, etc. Et leurs places de parking sont couvertes, en fait, pour protéger les voitures du soleil. Et par-dessus, il y a des panneaux photovoltaïques, ce qui fait qu'on peut brancher même des voitures électriques. Ensuite, on passe aux chaufferies. La partie énergie, chaudière à bois et méthanisation. Alors, chaudière à bois et méthanisation. Alors ici, c'est plutôt la géothermie. Géothermie, c'est quand on va chercher la chaleur dans le sol, soit verticalement, parce que l'hiver il fait plus chaud en profondeur et plus froid en surface. Et l'été, c'est l'inverse. Quand le sol est très chaud, on va chercher en profondeur de la température plus fraîche grâce à des liquides qui récupèrent la chaleur. Et le dispositif le moins coûteux, c'est de le faire dans son jardin. Donc on fait courir des tuyaux à 1 mètre de profondeur et on peut avoir un plancher qui va être chauffé ou refroidi à 16 degrés l'été, alors que l'air ambiant sera à 22, 23, 24 dans le Morbihan. Donc ça fait comme une climatisation naturelle, et l'hiver, pareil, on aura ce 16 degrés assuré, alors que dehors il fera 3, 4 degrés, 7, 8 degrés. Donc c'est quelque chose de très intéressant et qui peut ne pas être bien coûteux. Voilà, donc capteurs enterrés, chauffe-eau qui récupèrent l'énergie et des planchers chauffants. Ensuite, au niveau d'une ville, on a l'exemple de chaufferies qui vont aller injecter de l'eau en profondeur, injecter de l'eau froide en profondeur et faire remonter de l'eau chaude qui ensuite, par des tuyaux, peuvent aller chauffer des quartiers d'immeubles, et voire même des écoles, des entreprises, etc. Alors, évidemment, la géothermie, c'est encore plus intéressant dans les zones volcaniques. Comme par exemple en Islande, ils ont énormément de volcans. Au Japon, ils en ont beaucoup. C'est sûr qu'ils ont intérêt à développer ça. Ensuite, on arrive à la méthanisation. Alors, la méthanisation, c'est fabriquer du méthane CH4 à partir de matière organique. Alors, soit ça peut être